Une des plus grosses expériences que j'ai pu vivre, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, c'était 4 jours d'immersion totale dans la nature ukrainienne, avec des ours, des loups, avec la radioactivité, avec des checkpoints militaires à passer, avec le manque d'eau, avec 150 km de marche, donc une expérience incroyable que j'oublierai jamais. Et j'avais une grosse plaie sur la main qui était en train de cicatriser. On venait de m'opérer à l'arrache en Ukraine dans un hôpital gratuitement, etc. Mais c'était vraiment à l'arrache. Et ça avait pas complètement cicatrisé. Donc juste pour rire et pour avoir un petit peu cette notion de curiosité, je demande au guide, est-ce que tu peux faire péter le compteur GIGR là pour voir un peu quel est le taux de radioactivité, parce que évidemment ça rentre dans la peau, etc. Moi j'avais un bandage et tout, mais j'étais inquiet. Et il me fait 18 fois supérieur au seuil normal. Je sais pas, putain, qu'est-ce que je fous là en fait. Je m'appelle Léo Urban, j'ai 27 ans, ça fait 15 ans que je fais du parcours et je me suis mis plus récemment un petit peu à l'escalade. Et on me connaît dans le milieu aussi pour mes ascensions urbaines de Tours. Alors, le concept de la chaîne YouTube s'oriente beaucoup sur l'essence primale, ce que j'appelle le parcours primal. Donc ça va être vraiment s'inspirer de la nature, des éléments, des animaux pour le mouvement en fait. Ça part du parcours initialement parce que c'est la discipline de base de laquelle je suis issu, mais après voilà, ça s'étend un petit peu sur tous les environnements qui nous entourent en fait. Donc urbain pour Paris entre autres. Donc c'est pour ça que j'aime bien m'affranchir en fait de tout type d'environnement qui m'entoure, et c'est ça le concept de la chaîne en fait. Ce qui m'a fait débuter le parcours, je pense que c'est un petit peu comme tous les gars de ma génération, c'est le film Yamakasi. On a vu ce film-là, on a vu que, voilà, on a tous été gamins, on courait, on sautait, on grimpait un petit peu partout, mais c'était pas une discipline reconnue, une discipline sportive. Et là, en voyant ce film, je me suis dit, ah ouais, c'est génial en fait. C'est ce que je fais, mais à un niveau, voilà, c'est impressionnant. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a fait débuter. Après, j'avais beaucoup de, on va dire, de prédispositions à grimper aux arbres, à sauter un petit peu partout. Et j'ai mis en fait toute cette énergie dans quelque chose de plus cadré avec une méthode. Donc j'ai découvert ça au travers du film en 2001, je crois. Ce qui m'a fait passer en fait l'étape nature, c'est qu'à l'époque en fait j'habitais à Andorre. J'ai vécu à Andorre pendant quasiment toute mon enfance, adolescence. Et c'était un cadre assez parfait où j'étais privilégié en quelque sorte parce que je pouvais utiliser le parcours dans la ville et je pouvais switcher dans la nature quand je voulais. Donc ça c'était plutôt sympa. Donc forcément j'ai commencé on va dire une pratique du parcours assez classique dans la ville. Puis après je suis parti dans la nature, j'ai voulu un petit peu retranscrire un saut de presse d'une barre à une barre, d'une branche à une branche, ou d'un rocher à une branche, etc. etc. Donc en fait, j'ai essayé de reproduire les mêmes mouvements dans la nature et j'ai très vite vu la grosse différence qu'il y avait, qui est en fait la géométrie, elle n'est pas la même, quoi, tout simplement. Ça faisait 2 3 ans que je m'entraînais. Je me suis blessé à la clavicule, triple fracture et fracture ouverte de la clavicule, donc il y a eu des complications. J'ai failli perdre mon bras parce que j'ai chopé une thrombose, etc. Donc il y a eu quelques complications, on m'a opéré, et puis 2 semaines après l'opération, j'étais jeune quand même, j'avais 16 ans, et 2 semaines après l'opération, je me suis dit, ouais, bouge, c'est ça ta rééducation, bouge déjà, enfin, commence à faire des trucs. Donc je commençais à refaire du physique, à tester un petit peu les limites d'amplitude que je pouvais utiliser à ce moment-là, parce que c'était quand même assez restreint. Et voilà, enfin, j'ai recommencé assez rapidement à me mettre dans le bain tout seul, sans rééducation, on va dire, classique. Actuellement, avec le parcours, si tu veux, j'ai touché un petit peu mes limites physiques. Il y a toujours des choses que je peux apprendre, mais j'ai beaucoup plus à apprendre dans le milieu de la grimpe que dans le milieu du parcours actuellement. Je suis dans la pente ascendante, parce que pour l'instant je me suis pas testé à tous les types de structures que j'ai en tête. C'est-à-dire qu'il y a encore des tours qui sont au-dessus de mes capacités actuelles que j'aimerais bien faire. Donc voilà, je pense que pour l'instant je suis dans la pente ascendante, et on va voir si ça se réalise ou pas, parce que c'est pas juste une question de motivation, d'envie. Il y a tous les enjeux légaux derrière aussi, donc voilà, on va voir comment ça se peaufine, mais c'est sûr qu'en termes d'envie, en termes d'objectifs, j'ai pas atteint ce que je voulais atteindre encore. Je choisis mes objectifs de tour en fonction de l'esthétique de la tour déjà.
Faut que ce soit un bâtiment qui, c'est un peu comme en escalade quand on arrive au pied d'une voie et on se dit ah j'aimerais bien grimper cette voie, je la trouve belle, j'ai peut-être pas le niveau encore, mais j'aimerais bien la travailler. Donc ça se passe un petit peu de la même façon. Il faut que le building te parle, qu'il y a un truc qui se passe. Après forcément de la technique et de la possibilité de pouvoir le réaliser. Si c'est la Burj Khalifa par exemple, je pense que c'est impossible. Enfin, il n'y a pas grand-chose pour crocheter, pour s'agripper, etc. Donc voilà, il faut que le facteur possible rentre en jeu et que ce soit factible. Et après, je regarde aussi dans ce même cadre si Alain l'a fait, par exemple, parce qu'Alain Robert, il a quand même ouvert plein de voies. Et c'est quand même le père de l'escalade urbaine, et je regarde un petit peu s'il l'a fait, les techniques qu'il a utilisées, par rapport à son poids aussi, qui est inférieur au mien. J'essaie de me renseigner au maximum, mais c'est vrai que c'est ces deux facteurs-là qui sont les plus importants pour moi. Le temps de préparation, en fait, il va varier en fonction de la difficulté de la tour. Par exemple, on va dire que l'idée de grimper des tours a émergé dans mon esprit il y a environ 5 ans, mais je m'y suis pas mis jusqu'à très récemment. Ça fait 1 an que je m'y suis mis, mais c'était un petit peu tout ce cheminement mental. Je sais pas, par exemple, des fois on s'entraîne plus pendant longtemps, on revient et on est plus fort. Curieusement, on se dit ah, on va perdre et tout, mais finalement on a moins d'a priori, et il y a toute une phase de préparation mentale qui s'est mise en place, et ça c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour moi. C'est au final c'est ça, c'est cette période de 5 ans dont je vous parlais, qui s'est mis en place, et mentalement aussi comment j'allais pouvoir gérer la hauteur, comment j'allais pouvoir gérer euh, un effort qui est différent à celui du parcours. Quand on saute, c'est 1 à 2 secondes de saut grand maximum. Là, c'est une concentration qui varie entre 20 minutes, 1 heure. Donc, c'est la même intensité reproduite sur une échelle de temps qui s'étire un peu plus quand même. Donc, comment je me prépare? Bah, ça dépend des tours en fait. Spécifiquement, il faut déjà faire de l'escalade. Et après, je pense que le plus intéressant, c'est quand même de s'entraîner sur la tour. Donc ça va dépendre. Mon Parnasse, par exemple, c'est celle qui m'a pris le plus de temps de préparation. Et ce que je fais pour m'entraîner, c'est grimper 2, 3 étages, monter, descendre, en restant sur la tour 2 heures, 3 heures, sans descendre, en ayant fait l'équivalent de 1 à 2 fois la tour pour être vraiment prêt physiquement et techniquement. Après, ça se passe là-dedans. La première fois que l'on a grimpé la tour Akbar de Barcelone avec Nico Mathieu, pendant une pause, j'ai une vitre qui a craqué. Donc là, j'ai vraiment eu peur parce que c'était ma hantise sur cette tour. C'était pas la difficulté, parce que c'est un peu une échelle chaotique de verre, donc il faut marcher comme sur des œufs. C'est assez particulier. Et ouais, cette vitre m'a hanté pendant toute la fin de la montée. J'ai plus fait de pause après, en fait. J'ai plus fait de pause du tout, et voilà. Enfin, ça c'est un peu une anecdote frisson quoi. Pendant l'ascension de Montparnasse avec ce pompier qui a été super cool pendant toute l'ascension. Enfin, pendant toute l'ascension non, mais à partir des 3 quarts de l'ascension jusqu'à la fin, c'est cette énergie de bienveillance qu'a eu cette personne tout au long de cette deuxième partie. Et les pompiers qui m'attendaient en haut aussi. C'est super quoi. Moi j'ai cette image où il me tient au niveau de la ceinture et il me laisse profiter de l'instant, de voir les vues, la hauteur, de lever les bras quoi, et de savourer l'instant accompli quoi. Donc voilà, ça c'était quand même une belle aventure humaine quoi. C'est vrai que quand tu touches un petit peu à plein de choses, tu peux pas t'y consacrer pleinement. Le parcours, je m'y suis consacré, comme dit David Bell, corps et âme pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'en fais toujours. J'en fais toujours, et quand je m'entraîne, c'est avec un grand plaisir, et je trouve que je continue à progresser. Mais mes objectifs sont plus dans la grimpe, on va dire. Dans la grimpe, que ce soit rocher, urbain, enfin, c'est un peu une des modalités du parcours finalement. On grimpe, on est amené à grimper à certains moments. C'est vrai que c'est de l'ordre du dynamique, mais j'aime beaucoup ce truc où tu t'affranchis en fait de la verticalité. Tu passes tu passes dans cette autre dimension qui est quand même assez impressionnante, et ce rapport au vide, moi ça me plaît beaucoup. On va dire qu'en termes d'objectifs physiques, j'aimerais me rapprocher le plus possible d'un mouvement naturel, très naturel en m'inspirant. Moi je me suis beaucoup inspiré des singes,
des animaux, des félins, etc. Et c'est vrai que en regardant un gorille qui descend d'un arbre, on voit qu'il force pas, on voit que c'est naturel, on voit qu'il a même pas répété le mouvement. Donc j'aime bien ce truc instinctif en fait, plus que travailler le mouvement et dire voilà, à force de travailler, il va devenir naturel. Me plonger en fait dans ce truc d'ultra instinct où je me dis ok c'est maintenant, je le fais et puis j'ai même pas besoin d'échauffement limite pour le faire quoi. C'est plus mental que corporel finalement. Une personne que j'aimerais rencontrer qui m'inspire, c'est pas forcément une personne. C'est assez curieux ce que je vais dire, mais j'aimerais beaucoup aller en Afrique, observer les grands singes. C'est pas des personnes, c'est des singes, mais j'aimerais beaucoup apprendre de leur gestuelle, de leur mode de vie, de leur comportement, de voilà, moi et nous, ce qu'on fait, c'est pour le plaisir. On a ce plaisir-là, mais c'est pas de la survie. On monte pas dans un arbre pour aller se nourrir ou pour se protéger des grands prédateurs. Nous, on grimpe dans un arbre pour le kiff, en fait. Parce que ça nous renvoie un petit peu à cet instinct originel, à cette essence de mouvement. Mais c'est vrai que le faire pour d'autres raisons, je pense que ça développerait encore plus nos capacités. En fait, le problème, c'est que c'est très cher pour très peu d'immersion avec eux. Donc pour l'instant, je suis sur un projet pour essayer d'y aller, de tourner carrément un film avec eux. Donc ça, ce serait grandiose, ce serait incroyable de pouvoir vivre cette expérience. Parce que pour l'instant, les treks qu'ils proposent, c'est 1 heure d'immersion avec les gorilles. Ça m'intéresse pas forcément de payer une fortune pour voir le gorille 1 heure dans son habitat naturel. Ce que je comprends d'ailleurs, parce qu'ils essayent de les préserver de la présence humaine, des maladies, de laisser tranquilles quoi au final. Mais c'est vrai que dans le cadre de mon projet, j'aimerais vraiment les voir plus longtemps quoi. J'essaye de m'orienter un peu plus sur l'écologie. C'est un projet qui me tient à cœur, en tout cas d'allier ce que je fais en termes de performance, en termes de réalisation de projet, avec un peu plus d'écologie derrière tout ça. L'écologie, je l'entends par le bien-être aussi, bien s'alimenter, avoir un respect de son corps, avoir un respect des autres et de l'environnement. Moi, ça passe déjà par ces bases qui sont pour moi essentielles. Donc voilà, pour moi, j'aimerais bien allier écologie et parcours. Personnellement, de ce que j'ai pu faire, non, ça n'a pas été utile. Ça n'a pas été utile parce qu'il n'y a pas assez de poids, il n'y a pas assez de renommée, si tu veux, de mon côté. Il faudrait que, si, j'en sais rien, si David Beckham fait quelque chose, c'est autre chose. Mais si c'est Léo Urban avec 150 000 abonnés, on vit dans un monde, c'est compliqué de changer c'est compliqué de changer les choses. Je suis pas chez Soch, mais voilà, à ma petite échelle, c'est compliqué. Il y a des gens qui me suivent de plus en plus. Je vois qu'il y a un engouement, il y a un intérêt certain pour le fait de marcher pieds nus, pour cette méthode d'entraînement qui m'a rendu fort. Les gens s'y intéressent de plus en plus, mais il y a pas assez de renommée derrière tout ça. Donc pour l'instant, on travaille pour que ce soit le cas, mais voilà, il faudrait plus de communauté derrière. Pour moi, c'est ma quête en fait. C'est juste une quête personnelle. Sébastien Foucan m'a aidé à justement développer ce côté-là. Je l'aurais peut-être laissé de côté ou j'y serais peut-être revenu plus tard. Mais c'est vrai qu'il m'a appris à me connaître et à savoir ce que je voulais dans la vie. Et moi, là, je suis très bien. Je suis très bien. Je sais ce que je veux et je fonce. Je pense que la motivation passe par une hygiène de vie aussi. Et il faut pas que ça devienne une contrainte. C'est-à-dire que souvent on dit ah je vais faire tel régime, tel machin, tel truc. Il faut qu'on ressente l'envie, les bienfaits, et tout ça, ça va amener plein de choses. La motivation, elle part de là pour moi. Après, les rêves, il faut pas les perdre de vue, mais ça passe déjà par un entretien, par une hygiène de vie qui, à mon sens, beaucoup avec le temps, même s'ils sont très forts, ils perdent ça. Je cherche pas spécialement à atteindre mes limites. Je me fixe des objectifs qui me plaisent en premier lieu, que j'aimerais bien réaliser. Forcément, c'est des objectifs qui sont durs. Et c'est ça qui me plaît, qu'ils soient durs. C'est un truc qui est facile, c'est pas plaisant, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de jouissance. Donc, mais après, me fixer pour objectif d'atteindre quelque chose de presque impossible en fin de carrière, non. J'ai pas forcément ce truc-là. Je sais que voilà, j'atteindrai forcément pas tout ce que j'ai envie de faire parce que la vie est trop courte et que la jeunesse passe vite aussi. Mais je me vois à 60-70 ans continuer à bouger.
qu'on vit tous des échecs. J'en ai déjà vécu, pas forcément un échec où tu tombes, où tu te fais mal, ou etc. Oui, j'ai déjà vécu énormément d'échecs. D'ailleurs, si je pèse le pour et le contre, il y a plus d'échecs que de réussites. Mais c'est ces échecs-là qui mènent à la réussite, je pense. Les frustrations, ça passe beaucoup par ça. Le, le, le fait de pas être préparé pour une situation aussi, et de te prendre un vent, de te prendre un échec, t'es pas prêt en fait pour te lancer dans certaines choses, et ça marche pas comme ça. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple, donc ça passe par beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et de travail, quoi. Ce qui me motive vraiment pour aller jusqu'au bout de mes objectifs, déjà c'est la préparation. J'aime beaucoup toute cette phase de préparation où tu te dis ouais, il y a un objectif difficile à atteindre qu'actuellement bah je peux pas faire, j'ai pas les capacités pour, et de me dire voilà, je vais devoir m'entraîner comme ça, comme ça, comme ça, et ressentir en fait cet entraînement pour que ça porte ses fruits. Et moi c'est ce qui me plaît en fait, c'est tout ce petit cheminement jusqu'à réussir. Forcément quand tu réussis, t'arrives en haut, c'est génial, c'est l'apothéose on va dire, mais ce qui me plaît c'est vraiment toute cette phase d'entraînement où tu te mets dans le mal, tu te mets dans le rouge, tu t'entraînes le soir dans l'ombre, sous la pluie, sous le froid, etc. T'as les mains, elles sont éclatées à la fin de chaque entraînement, mais voilà, tu sens qu'à chaque entraînement, tu deviens plus fort. Et ça me plaît. Je me répète souvent que je suis capable de le faire, que je dois avoir confiance dans mon entraînement, parce que souvent, quand on est face à l'objectif le jour J, on a tellement peur que on a l'impression qu'on n'a plus de force, on peut plus faire, on oublie un peu tout ce qu'il y a derrière. Donc je me répète, voilà, tu peux faire, tu sais faire, tu as déjà fait, tu t'es déjà entraîné, allez Léo, quoi. Donc c'est un peu les mots qui reviennent, allez, 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 tu peux y arriver, tu peux le faire, quoi. Tu peux le faire.